Je m'attendais à des bougies pour mon 35e anniversaire, pas à une exécution publique. Mon mari a jeté son alliance au visage comme une pierre, en ricanant, ton fiancé a eu raison de s'enfuir. Il pensait m'avoir brisé devant tous nos proches. Ce qu'il ne savait pas, c'est que mon avocat m'appelait. J'étais à une signature de 16 millions de dollars, et sa cruauté venait de lui coûter chaque centime. Mon nom est Violet Perry, et jusqu'au moment où les lourdes portes en chêne de la salle de bal se sont ouvertes, j'avais l'impression de mener une vie enchantée. Nous étions au All Harbor Event Hall à Charleston, un endroit qui sentait l'encaustique à la cire d'abeille et la vieille fortune, avec la nuit humide de Caroline du Sud pressée contre les fenêtres du sol au plafond. À l'intérieur, cependant, l'air était frais et vif, rempli du murmure d'environ 50 à 70 de mes amis les plus proches, membres de ma famille et collègues. C'était mon 35e anniversaire. La salle baignait dans la lueur ambrée et chaleureuse des lustres, et tout semblait parfaitement orchestré, les nappes blanches impeccables, les centres de table de magnolia et d'hortensia, le jazz doux en fond sonore. Tout était conçu pour être beau, mais il y avait une fêlure dans la soirée, une tension que tout le monde ignorait poliment. Mon mari, Colt, manquait à l'appel. Nous étions mariés depuis 7 ans dans la société de Charleston. Arriver en retard au dîner d'anniversaire marquant de sa femme était un faux pas, mais arriver avec plus d'1 heure de retard était un message. Je continuais à vérifier mon téléphone, souriant avec crispation à ma mère, l'assurant qu'il était simplement retenu au bureau. Je mentais avec l'aisance pratiquée d'une femme qui avait passé les 2 dernières années à masquer les fissures de ses fondations. Quand les doubles portes se sont enfin fracassées, la salle est devenue silencieuse. L'orchestre de jazz a vacillé puis s'est arrêté. Colt se tenait sur le seuil. Il ressemblait à une caricature de gentleman du Sud sur le déclin. Sa cravate était desserrée, son bouton du haut défait, et son blazer était froissé. Même de l'autre côté de la pièce, par-delà les tables rondes et les visages surpris de mes invités, je pouvais voir le reflet de la sueur sur son front. Il n'avait pas l'air désolé. Il ressemblait à un acteur qui avait répété un monologue devant un miroir toute la journée et qui était enfin prêt à le livrer. Il s'est avancé vers la table d'honneur d'une démarche lourde et inégale. L'odeur du bourbon est arrivée 2 secondes avant lui. C'était un parfum épais et écœurant qui tranchait avec l'odeur du gâteau à la vanille et des parfums coûteux de la salle. Je me suis levé, lissant le devant de ma robe, mon cœur battant un rythme frénétique contre mes côtes. Colt, dis-je, d'une voix ferme mais basse, essayant de l'apaiser avant qu'il ne m'atteigne. Sortons un instant. Il m'ignora complètement. Il s'arrêta de l'autre côté de la table, le grand gâteau d'anniversaire à étage servant de barrière entre nous. Il regarda autour de lui, croisant le regard de mes collègues stupéfaits, de mes cousins confus et de ma mère horrifiée. Il se délectait de l'attention. Il voulait un public. Joyeux anniversaire, 6, dit-il, mais les mots étaient lourds de sarcasme, dégoulinants de venin. Colt, s'il te plaît, murmurai-je. Il éclata d'un rire sec, un aboiement qui fit tressaillir plusieurs invités. Puis sa main se dirigea vers son annulaire gauche. Il tordit son alliance. Elle était serrée et il dut tirer d'un coup sec, son visage rougissant sous l'effort. La salle était si calme qu'on pouvait entendre la glace fondre dans les verres d'eau. D'un dernier coup violent, l'anneau d'or se libéra. Il ne s'est pas contenté de le lâcher. Il ne me l'a pas tendu. Il a armé son bras et l'a jeté. Cela s'est passé au ralenti. J'ai vu l'or accrocher la lumière du lustre. J'ai vu l'arc qu'il décrivait. Je n'ai pas bronché. Je ne pouvais pas. J'étais figé par la pure audace de son geste. La bague m'a frappé durement à la clavicule, une douleur vive et cuisante, avant de rebondir et de cliqueter bruyamment sur l'assiette en porcelaine devant moi. Elle a tournoyé un instant, un flot doré vertigineux, avant de s'immobiliser dans un dernier tintement accablant. Colt s'est penché sur la table, les paumes à plat sur le linge blanc, envahissant mon espace. Ses yeux étaient injectés de sang et égarés. Ton fiancé a eu raison de s'enfuir, a-t-il crié. Les mots sont restés suspendus dans l'air, aspirant l'oxygène de la pièce. Il ne parlait pas de lui-même. Il parlait d'Ethan, l'homme que j'étais censé épouser des années avant de rencontrer Colt, l'homme qui m'avait quitté sans un mot. Colt savait que c'était la cicatrice la plus profonde et la plus empreinte d'humiliation que je portais. Il venait de la rouvrir devant tout le monde. Il savait, ricana Colt, sa voix résonnant jusqu'au fond de la salle. Il savait exactement ce que tu étais. Ennuyeuse, étouffante, une erreur. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mes mains,
qui reposaient sur le bord de la table, sont devenus glacés. Je pouvais sentir les yeux de 70 personnes me brûler. Il ne le regardait plus, lui. Il me regardait, moi, pour voir si j'allais me briser. Colt n'avait pas fini. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste et en sortit un document épais et plié. Il le projeta sur la table à côté de mon gâteau, faisant s'entrechoquer les couverts. J'en ai fini, déclara-t-il, se redressant et ajustant sa veste comme s'il venait de conclure une transaction commerciale. Ce sont les papiers du divorce. Ils sont déjà remplis. Signe-les ce soir et épargne-nous des ennuis à tous les deux. Il regarda à nouveau autour de la salle, souriant comme s'il venait de gagner un championnat. Il pensait être le héros de cette histoire. Il pensait être l'homme puissant se débarrassant d'un poids mort. À ma gauche, ma meilleure amie Sloan a bougé. Sloan était une avocate spécialisée en divorce, vive comme l'éclair et 2 fois plus dangereuse. Elle n'a pas eu de hoquet de surprise. Elle ne lui a pas crié dessus. Elle a simplement levé son téléphone. J'ai vu le petit compteur rouge défiler sur son écran. Elle enregistrait. Elle ne faisait pas de scène, elle montait un dossier. Son visage était un masque de détachement professionnel, mais je la connaissais assez pour savoir qu'elle cataloguait mentalement chaque actif qu'il s'apprêtait à perdre. J'ai baissé les yeux sur les papiers, pétition pour la dissolution du mariage. Les lettres noires et grasses semblaient danser à la lueur des bougies. Je n'ai pas pleuré. C'était la partie la plus étrange. Je m'attendais à ce que les larmes coulent vite et brûlantes, mais non. Au lieu de cela, une clarté froide m'a envahi. C'était comme plonger dans un lac gelé. L'humiliation était là, certes, me brûlant les joues, mais en dessous se trouvait autre chose, une prise de conscience. Il avait prévu cela. Il avait choisi mon anniversaire. Il avait choisi le lieu. Il avait choisi le public. Il voulait me détruire. Je l'ai regardé. Il attendait l'effondrement. Il attendait les supplications, les cris, la crise publique qui validerait son récit selon lequel j'étais la folle, l'émotive, le fardeau. J'ai pris une inspiration. Elle était superficielle, mais régulière. J'ai tendu la main et ramassé le paquet de papier. Il semblait lourd, non seulement de jargon juridique, mais du poids de cette année gâchée. Je les tenais comme s'ils étaient dangereux, radioactifs. Je les regardais dans les yeux. Je ne voyais plus mon mari. Je voyais un étranger cruel et mesquin qui m'avait sous-estimé. Excusez-moi, dis-je. Ma voix était à peine un murmure, mais dans le silence de mort de la pièce, elle porta. Je me suis détourné de lui. Je me suis détourné du gâteau aux bougies non allumées. Je me suis détourné des regards compatissants de mes invités. J'ai marché vers le fond de la salle, vers les toilettes, serrant les papiers du divorce contre ma poitrine. J'ai gardé le dos droit. Je n'ai pas couru. J'ai marché. Derrière moi, j'ai entendu Colt rire à nouveau, un son nerveux et saccadé, comme s'il ne comprenait pas pourquoi les applaudissements n'avaient pas encore commencé. « Ouais, enfuis-toi » me cria-t-il. Exactement comme lui l'a fait. J'ai continué à marcher. J'ai poussé les portes lourdes et je suis entré dans le couloir frais et silencieux. Le bruit de la fête s'est coupé instantanément. J'étais seul dans le couloir, le bruit de mes talons claquant sur le sol en marbre résonnant comme des coups de feu. J'avais besoin d'un moment, juste un moment pour respirer, pour m'éclabousser le visage d'eau, et pour regarder le SMS que j'avais senti vibrer dans ma poche quelques instants avant que les portes ne s'ouvrent. Je me suis dirigé vers les toilettes des dames, sans savoir que le message qui m'attendait allait changer l'équilibre des pouvoirs dans cette salle pour toujours. Colt pensait qu'il venait de mettre fin à ma vie. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me remettre l'arme pour mettre fin à la sienne. Le lourd verrou en acier de la cabine s'est enclenché avec un clic mécanique définitif qui a résonné contre les parois carrelées. Enfin, le silence m'a enveloppé. Les toilettes étaient d'une luminosité aveuglante, éclairées par des néons crus qui vrombissaient à une fréquence basse, comme un moustique. J'ai pressé mon dos contre la porte et j'ai glissé jusqu'à me retrouver accroupi sur le sol, serrant les papiers du divorce contre ma poitrine. Mes mains tremblaient si violemment que les feuilles s'entrechoquaient comme des feuilles mortes dans une tempête. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de forcer l'air dans mes poumons. Je pouvais encore sentir le parfum bon marché de Colt sur ma peau, mélangé à l'odeur fantôme du bourbon dans lequel il s'était pratiquement baigné. L'image de lui se tenant là, le visage tordu par ce ricanement triomphant et hideux, brûlait derrière mes paupières. Ton fiancé a eu raison de s'enfuir.
Les mots ricochaient dans mon crâne. Il avait voulu me briser. Il avait voulu me dépouiller et me laisser grelotter dans les décombres de ma propre vie. Pendant un moment, j'ai laissé la nausée m'envahir. Je me suis autorisé à ressentir le poids absolument écrasant de l'humiliation. 70 personnes, mon patron, ma mère, ils avaient tous vu cela. Ils avaient tous vu Violet Perry être jeté comme un déchet de la veille. Mais alors, le téléphone dans ma poche a vibré contre ma hanche. Ce fut un bourdonnement court et insistant, puis un autre, puis un troisième. J'ai ouvert les yeux. L'hystérie qui bouillonnait dans ma gorge a reflué, remplacée par une curiosité sourde et automatique. Qui m'écrirait maintenant? Probablement ma mère me demandant si j'allais bien, ou peut-être Colt envoyant une dernière insulte pour s'assurer que j'étais vraiment morte à l'intérieur. J'ai sorti le téléphone de ma pochette. Mes doigts étaient froids et maladroits. J'ai balayé l'écran pour le déverrouiller, la lumière me piquant les yeux. Il y avait 3 messages manqués. Pas de ma mère, pas de Colt. Il venait de Miles Corrigan. Mon souffle s'est coupé. Miles était l'avocat successoral de ma grand-mère, un homme qui parlait à voix basse et portait des costumes qui coûtaient plus cher que ma voiture. Ma grand-mère était décédée il y a 4 mois. Nous attendions que la procédure d'homologation soit terminée, que la poussière retombe sur sa succession. Colt levait toujours les yeux au ciel dès que je l'évoquais. Ta grand-mère et ses coupons de réduction, disait-il. Elle t'a probablement laissé une maison pleine de vieux journaux et un bocal de centimes. J'ai tapoté sur le premier message, Violet, s'il vous plaît, appelez-moi dès que possible. L'évaluation est terminée. J'ai tapoté sur le second, je sais que c'est votre anniversaire et je m'excuse pour l'intrusion, mais le conseil d'administration a finalisé le prix de l'action pour l'option de rachat et nous devons discuter du calendrier de transfert. Le conseil d'administration? Quel conseil? Ma grand-mère vivait dans un petit cottage de 2 chambres en Caroline du Nord et conduisait une Buick de 1998. J'ai ouvert le 3e message. Celui-ci était plus long, un aperçu d'un document formel en pièces jointes. J'ai plissé les yeux sur le petit texte, mon cerveau luttant pour traiter les chiffres. Confirmation de la liquidité totale de la succession. L'évaluation finale des actions de classe A de Breerwood Family Market a été fixée. Votre part de l'héritage s'élève à environ 16,5 à 20 millions de dollars selon la structuration fiscale finale. Le transfert est prévu pour la première semaine du mois prochain. J'ai arrêté de respirer. Le téléphone a légèrement glissé dans ma paume moite de sueur. Je l'ai relu. 16,5 millions de dollars. Ma grand-mère, la femme qui lavait les sacs Ziploc pour les réutiliser, la femme qui reprisait ses propres chaussettes, elle n'était pas seulement une retraitée économe. C'était une associée silencieuse. J'ai réalisé avec un choc que je n'avais jamais vraiment posé de questions sur l'entreprise familiale qu'elle et mon grand-père avaient bâtie dans les années 60. Je savais qu'il possédait une épicerie, je ne savais pas qu'il possédait la chaîne entière. Breerwood Family Market était partout dans les Carolines. C'était un nom familier. Et elle avait gardé ses parts d'une main de fer, ne les affichant jamais, ne les dépensant jamais, les laissant simplement grandir comme un chêne massif et silencieux dans le jardin. Colt pensait avoir épousé une enseignante sans perspective. Il pensait être le gagne-pain, le prix, celui qui me faisait une faveur. J'ai laissé échapper un son qui était à moitié rire, à moitié sanglot. Il a résonné étrangement dans la pièce stérile. Puis j'ai vu le message suivant, une capture d'écran d'une clause spécifique que Miles avait mise en évidence, clause 4B, exclusion du conjoint et fiducie de protection. J'ai zoomé sur l'image. Le langage juridique était dense, mais Miles l'avait résumé dans le texte sous l'image, comme nous en avons discuté précédemment, votre grand-mère était catégorique sur le timing. Si, au moment du transfert des actifs, le bénéficiaire est légalement marié, les actifs doivent être placés dans une fiducie conjugale conjointe pour se conformer aux prestations de survivants de l'État, accordant au conjoint l'accès aux dividendes. Cependant, si le bénéficiaire est célibataire, légalement séparé, ou a déposé une demande de dissolution de mariage avant la date de transfert, les actifs restent la propriété exclusive et distincte du bénéficiaire, entièrement protégés de toute réclamation matrimoniale. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Si le bénéficiaire a déposé une demande de dissolution de mariage. Mon cœur, qui martelait de panique, s'est soudainement calmé pour adopter un battement rythmé et lourd. Colt venait de me remettre les papiers du divorce. Il les avait projetés sur la table. Il avait exigé que je les signe ce soir. Il pensait me piéger.
Il pensait me presser vers un mauvais accord où je partirais avec rien d'autre que mes vêtements. Il voulait me prendre au dépourvu pour que je ne demande pas de pension alimentaire, pour que je ne me batte pas pour la maison. Mais dans son arrogance, dans son besoin désespéré de mettre en scène une exécution publique le jour de mon anniversaire, il avait accidentellement choisi le moment parfait pour me sauver. Si j'étais resté marié avec lui encore 3 semaines, il aurait eu un droit légal sur les dividendes de 16 millions de dollars. Il aurait eu ses griffes dans l'héritage de ma grand-mère. Il l'aurait vidé jusqu'à la dernière goutte, tout comme il avait vidé mon compte d'épargne pour ses idées d'investissement qui n'aboutissaient jamais. En me forçant à signer ce soir, il s'excluait lui-même de la fortune dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Je me suis levé. Mes genoux ont craqué, mais mes jambes semblaient solides. Le tremblement de mes mains avait complètement cessé. J'ai déverrouillé la porte de la cabine et je me suis approché des lavabos. Le miroir reflétait une femme qui ressemblait à un fantôme. Ma peau était pâle, mes yeux grands et sombres, mais la peur s'en était allée. L'humiliation s'en était allée. À leur place se trouvait quelque chose de froid et de dur comme un diamant. J'ai ouvert le robinet. L'eau était glacée. J'ai mis mes mains en coupe et je l'ai aspergée sur mon visage, frottant pour effacer la sueur et le choc. J'ai saisi une serviette en papier rugueuse et j'ai tamponné ma peau pour la sécher. J'ai fouillé dans ma pochette et j'en ai sorti mon rouge à lèvres. C'était une nuance d'un rouge sang profond. Je me suis penché vers le miroir. Ma main était aussi stable que celle d'un chirurgien pendant que j'appliquais de nouveau la couleur. J'ai défini l'arc de Cupidon. J'ai rempli la lèvre inférieure. J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre. Je me suis regardé. Je ne ressemblais plus à une victime. Je ressemblais à une PDG entrant dans une acquisition hostile. J'ai ramassé les papiers du divorce là où je les avais posés sur le comptoir. Je les ai feuilletés. Colt avait été minutieux. Il avait renoncé à ses droits sur ma retraite. Il avait renoncé à son droit à une pension alimentaire. Il avait coché chaque case qui disait « Je ne veux rien d'elle ». Éloignez-la simplement de moi. D'accord, Colt, ai-je chuchoté à la pièce vide. Tu veux partir? C'est fait. J'ai lissé le devant de ma robe. C'était une robe de cocktail en soie vert émeraude qu'il m'avait dit être un peu serrée avant que nous ne quittions la maison. Maintenant, je trouvais qu'elle ressemblait à une armure. J'ai marché vers la porte des toilettes. Je pouvais entendre le murmure de la fête à l'extérieur. C'était un son étouffé, gêné. Ils attendaient que je parte. Ils attendaient que la femme en pleurs court vers sa voiture pour qu'ils puissent finir maladroitement leur verre et rentrer chez eux pour bavarder sur la tragédie de Violet Perry. Ils allaient être déçus. J'ai poussé la porte. Je n'ai pas baissé les yeux. Je ne me suis pas ratatiné. Je suis retourné dans la salle de bal la tête haute, les papiers du divorce tenus nonchalamment à la main non pas comme une condamnation à mort, mais comme un chèque que j'étais sur le point d'encaisser. Le silence dans la salle de bal était différent maintenant. Avant, c'était le silence du choc, une inspiration collective alors que 70 personnes regardaient un mariage se désintégrer. Maintenant, alors que je retournais vers la table, c'était le silence de l'anticipation. Ils attendaient le deuxième acte. Ils attendaient que la femme hystérique crie ou supplie ou jette le gâteau. Je les ai tous déçus. Je me déplaçais avec un calme qui semblait presque narcotique. J'ai tiré ma chaise, la lourde chaise en bois que Colt avait écartée d'un coup de pied en se levant pour m'humilier, et je me suis assise. Je n'ai pas regardé les invités. Je n'ai pas regardé ma mère, dont la main était pressée sur sa bouche avec horreur. J'ai regardé seulement Colt. Il était toujours là, debout, sa poitrine se soulevant légèrement, son visage rougi par l'adrénaline de sa performance. Mais alors qu'il me regardait m'asseoir, une lueur de confusion traversa ses yeux. Il s'était attendu à ce que je me rue vers la porte d'entrée. Il s'était attendu à ce que je m'effondre. Au lieu de cela, j'étais assise en bout de table, lissant les plis des documents juridiques qu'il m'avait jetés. J'ai saisi le stylo argenté qui se trouvait à côté du livre d'or. C'était un stylo plume lourd et coûteux que j'avais acheté pour l'événement. Je l'ai débouchonné. Le son fut un claquement sec qui fendit le silence. Colt fronça les sourcils. « Violet, dit-il. » Sa voix vacillait. Ce n'était plus le baryton tonitruant de l'accusateur. C'était le ton incertain d'un homme regardant un script déraillé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. J'ai tourné jusqu'à la dernière page de la requête.
J'ai trouvé la ligne marquée défendeur. J'ai signé mon nom, Violet Elizabeth Perry. L'encre coulait sombre et permanente. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas griffonné. J'ai signé avec la même délibération que j'utilisais pour noter les examens finaux. Puis j'ai tourné la page jusqu'à la renonciation de signification. J'ai signé cela aussi. Puis l'accord de partage des biens, celui où il avait coché toutes les cases, garantissant que nos finances seraient complètement rompues immédiatement. J'ai signé celui-là avec une fioriture. Chaque frottement du stylo sur le papier était audible. Scratch, scratch. J'ai rebouchonné le stylo et je l'ai posé. J'ai levé les yeux. Colt fixait les papiers, la bouche légèrement ouverte. Il ressemblait à un enfant qui avait allumé un pétard et réalisait soudain qu'il ne pouvait pas l'éteindre. Voilà, ai-je dit. Ma voix était égale, conversationnelle, comme si je commandais un déjeuner. C'est terminé. J'ai ramassé la pile de papier et je me suis tourné vers ma gauche. Sloan attendait déjà. Elle ne dit pas un mot, elle ouvrit simplement son attaché-caisse en cuir. J'ai déposé les documents à l'intérieur. Elle referma le boîtier d'un coup sec. Les serrures cliquetèrent, 1, 2. Sloan, ai-je dit, assez fort pour que la table entende. Tu es mon témoin. Signé et remis. Témoigné et accepté, a dit Sloan d'une voix froide et professionnelle. Je les déposerai par voie électronique dès l'ouverture du serveur du tribunal lundi matin. À partir de cet instant, la séparation n'est contestée par personne. Colt laissa échapper un rire nerveux. Eh bien, bégaya-t-il, cherchant autour de lui auprès de ses amis un soutien qui n'était pas là. Je suppose. Je suppose que tu as enfin pris du poil de la bête. C'est bien. C'est mieux ainsi. Ça l'est, ai-je acquiescé. Bien mieux. J'ai ramassé mon téléphone sur la table. J'ai tapé sur l'écran, affichant le message vocal qui était arrivé juste au moment où je lisais les SMS dans la salle de bain. Miles envoyait généralement des textos, mais pour une nouvelle aussi importante, il appelait toujours. Tu sais, Colt, ai-je dit, gardant mes yeux fixés sur les siens. Tu avais raison sur une chose. Le timing est tout. J'ai appuyé sur le bouton du haut-parleur et j'ai posé le téléphone sur la nappe blanche, juste à côté de l'espace vide où se trouvait autrefois le couteau à gâteau. Le volume était au maximum. La voix de Miles Corian, riche et autoritaire, résonna dans la salle de bal silencieuse. Violet, c'est Miles. Je fais suite à mon texto. Je sais que c'est ton anniversaire, mais j'avais besoin de confirmer que tu as reçu le rapport d'évaluation. Le conseil d'administration a bloqué le prix de l'action pour l'acquisition de Breerood. Le portefeuille de ta grand-mère est évalué à 18 millions de dollars. Un souffle de stupeur traversa la pièce. Cela commença aux tables de devant et se propagea vers l'arrière comme une vague. 18 millions de dollars. Colt se figea. Son visage, qui avait été rouge d'alcool et d'arrogance, se vida instantanément de sa couleur. C'était comme regarder de la peinture glissée d'un mur. Il devint gris. Mais le message vocal n'était pas fini. De plus, concernant la clause de protection dont nous avons discuté, continua Miles, sa voix nette. Puisque tu finalises la demande de divorce cette semaine, le timing est parfait selon le testament de ta grand-mère. Si tu es dans une procédure de divorce active ou célibataire au moment du transfert, la totalité des 18 millions de dollars est classée comme bien propre non matrimonial. Colt n'aura droit à aucun centime, et il n'aura aucun droit de vote au conseil d'administration. Rappelle-moi quand tu peux. Clic, le silence qui suivit fut absolu. Il était lourd. Il était suffocant. Colt se tenait là, vacillant légèrement. Ses yeux passaient du téléphone à moi, puis à la mallette sous le bras de Sloan. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Je pouvais le voir faire le calcul. 18 millions de dollars. Il venait de jeter 18 millions de dollars parce qu'il voulait impressionner une fille de 20 ans et humilier sa femme. 6, croassa-t-il. Il fit un pas en avant. Ses mains tremblaient. 6, attends. Éteins ça. Ça. Ce n'est pas réel. C'est très réel, Colt, ai-je dit, m'adossant à ma chaise. Grand-mère n'était pas pauvre. Elle était juste intelligente. Elle savait exactement quel genre d'homme tu étais. Il se lécha les lèvres. Il avait l'air désespéré. L'arrogance avait disparu, remplacée par une panique nue et avide. Bébé,
écoute, bégaya-t-il, tendant la main par-dessus la table. J'étais juste en colère. Tu sais comment je suis. J'avais trop bu. Je ne le pensais pas. On ne peut pas jeter 7 ans pour une mauvaise soirée. Tu ne les as pas jetés pour une mauvaise soirée, l'ai-je corrigé. Tu les as jetés il y a 5 minutes quand tu m'as lancé une bague au visage. Il bondit. C'était un mouvement maladroit et désespéré. Il se jeta vers Sloan, sa main griffant pour attraper la poignée de la mallette. « Donne-moi les papiers !» cria-t-il. « Je retire ce que j'ai dit. Je n'ai rien signé. Donne-les-moi. » Sloan ne tressaillit même pas. Elle fit simplement un pas fluide en arrière, pivotant sur son talon. Colt s'écrasa contre la table, renversant un pichet d'eau glacée. Cela trempa le devant de son pantalon, le rendant encore plus pathétique. « Ne me touche pas, Colt, » prévint Sloan, sa voix descendant d'une octave. « C'est une agression, et si tu touches à cette mallette, c'est une altération de documents juridiques. Veux-tu ajouter un crime à ton divorce ?» Colt se redressa précipitamment, l'eau dégoulinant de son pantalon coûteux. Il me regarda, les yeux grands ouverts et suppliants. « Violet, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes partenaires. 18 millions de dollars. On pourrait tout arranger. Je t'aime. Tu sais que je t'aime. » Je me suis levé. J'ai pris mon verre de champagne. Les bulles montaient toujours, imperturbables malgré le chaos. J'ai regardé l'homme que j'avais passé 7 ans à essayer de satisfaire. L'homme qui m'avait fait me sentir petite, ennuyeuse et sans valeur. Et maintenant, en le voyant tout trempé, mendiant de l'argent qu'il n'avait pas gagné, j'ai réalisé qu'il n'était pas un monstre. C'était juste un parasite. Et je venais d'appliquer le pesticide. J'ai levé légèrement mon verre. « Tu as jeté cette bague pour m'en finir, Colt, » ai-je dit, ma voix claire et résonnant dans chaque recoin de la pièce. « Alors considère que c'est fait. Tu n'as pas seulement demandé le divorce. Tu viens de contresigner pour moi. » J'ai pris une gorgée. C'était vif, froid et cela avait le goût de la victoire. « Sloan, » ai-je dit en reposant le verre. « Allons-y. Je pense que cette fête est finie. » Les 28 jours suivant ma fête d'anniversaire n'ont pas été passés à pleurer dans un pot de glace. Ils ont été passés à donner une leçon magistrale de silence. Si Colt voulait une réaction, il allait devoir payer son billet et j'avais fermé le guichet. Jour 1 à 3, le siège numérique. Le silence dans ma maison était un bonheur absolu. Mais mon téléphone faisait une dépression nerveuse. Colt ne s'est pas contenté d'appeler, il a assiégé mes télécommunications. Cela a commencé au moment où j'ai quitté les lieux. Au moment où je me suis réveillé le premier matin de ma séparation, j'avais 47 appels manqués et 32 messages textes. Ils allaient du pathétique « Bébé, s'il te plaît décroche. Je suis tellement désolé, au gaslighting, tu surréagis, 6, appelle-moi, au frénétique, nous devons parler des finances tout de suite. » Je ne l'ai pas bloqué. Sloan avait été très clair à ce sujet. « Laisse-le hurler dans le vide », avait-elle dit. Chaque texte est une brique dans le mur que nous construisons autour de tes actifs. Archive tout. C'est ce que j'ai fait. J'ai regardé les notifications défiler comme le téléscripteur d'un krach boursier. Il a essayé l'email ensuite. Il a utilisé son adresse professionnelle, puis son Gmail personnel, puis un vieux compte Yahoo que je ne l'avais pas vu utiliser depuis 2015. Il a même essayé de me joindre via Venmo, m'envoyant un centime avec la légende « S'il te plaît, parle-moi juste ». J'ai fixé la pièce d'1 centime sur mon écran. C'était insultant de poésie. Il demandait une conversation à 18 millions de dollars pour le prix du cuivre. J'ai refusé la transaction. Jour 4, le charme offensif. Lorsque le harcèlement numérique a échoué, Colt s'est tourné vers ce qu'il considérait comme sa plus grande arme, sa carte de crédit. Ou plutôt, la carte de crédit commune qu'il était en train de plafonner rapidement avant la fin du cycle de facturation. Un camion de livraison de la taille d'une petite maison s'est garé dans mon allée à 10 heures du matin. Le chauffeur, un pauvre gars qui semblait regretter ses choix de carrière, a déchargé une composition florale plus haute que lui. C'était une explosion de roses rouges, de lys et de gypsophiles. Le genre de composition que l'on envoie à un enterrement quand on est coupable d'avoir tué le défunt. Y était jointe une carte de la taille d'une assiette. « Pour mon éternité », disait-elle.
Repartons à zéro. Je me tenais sur le porche, café à la main, regardant cette monstruosité. C'était de mauvais goût. C'était cher. C'était exactement le genre de geste creux que Colt pensait que les femmes voulaient parce qu'il l'avait vu dans les films. Y a-t-il un problème, madame, demanda le chauffeur en essuyant la sueur de son front. Pas de problème, ai-je dit. J'ai regardé de l'autre côté de la rue. Madame Higgins, ma voisine de 70 ans, arrosait ses hortensias. C'était une femme douce qui vivait avec un revenu fixe et adorait le jardinage. En fait, ai-je dit au chauffeur, apportez-le là-bas, à la Maison Bleue. Dites à Madame Higgins que c'est un cadeau de l'association de quartier. J'ai pris une photo des fleurs avant qu'il ne les déplace purement pour le dossier juridique et je suis retourné à l'intérieur. J'imaginais Colt vérifiant son relevé bancaire plus tard, voyant le débit de $500 et pensant qu'il avait racheté sa place dans mon cœur. Pendant ce temps, Madame Higgins passait le meilleur mardi de sa vie. Jour 5, le visiteur. La maison dans laquelle je vivais était la mienne. Je l'avais achetée 3 ans avant de rencontrer Colt, à l'époque où j'enseignais des cours supplémentaires et économisais chaque centime. Quand nous nous sommes mariés, il a emménagé, mais son nom n'a jamais été sur l'acte. Il s'en plaignait souvent, l'appelant « notre petite bizarrerie juridique ». Maintenant, c'était ma forteresse. J'étais dans la cuisine en train de préparer du thé quand mon téléphone a vibré avec une alerte de mouvement provenant de la caméra de la porte d'entrée. J'ai ouvert l'application. Il était là. Colt se tenait sur mon porche. Il avait l'air mal en point. Il portait le même costume que celui qu'il avait mis pour aller au travail la veille, froissé et triste. Il appuya sur la sonnette. Ding dong. Il attendit. Il appuya de nouveau. Ding dong. Ding dong. Il se pencha près de la caméra, son visage se déformant en un fichier grotesque. Violet, je sais que tu es là, dit-il. Ma clé de voiture est toujours sur le crochet. Je veux juste parler. Je veux juste expliquer. J'ai siroté mon thé. Je n'ai pas bougé vers la porte. Je n'ai pas ressenti de lueur de nostalgie. Je me sentais comme un agent de sécurité regardant un voleur à l'étalage sur un moniteur. Il est resté là pendant 20 minutes. Il a frappé. Il a fait les 100 pas. Il a donné un coup de pied dans une citrouille décorative sur la marche. J'ai pris une capture d'écran de la citrouille renversée. Je l'ai envoyée à Sloan avec l'heure, Colt est à la porte. Il monte en pression. Sloan répondit instantanément, ne réagis pas. Je l'enregistre comme du harcèlement. S'il ne part pas dans 5 minutes, nous appelons la police. L'audience pour l'ordonnance de protection est la semaine prochaine. Cela nous garantit simplement la victoire. Colt finit par abandonner, regardant la caméra une dernière fois avec un mélange de rage et de désespoir avant de se ruer vers sa voiture. Je l'ai regardé partir, notant que sa vignette d'immatriculation était expirée. J'en ai pris note aussi. Jour 7 à 10, les lettres d'amour. Si les fleurs étaient le pot de vin, les lettres étaient le manifeste. Elles ont commencé à apparaître dans ma boîte aux lettres, des enveloppes épaisses sur du papier à lettres crème de qualité. Colt avait une écriture terrible, un gribouillage désordonné qui ressemblait généralement à une ordonnance de médecin, mais celle-ci était écrite avec un soin minutieux. Je me suis assise à ma table de cuisine en portant des gants en latex. Sloan était paranoïaque au sujet des empreintes digitales, bien que je pense qu'elle regardait simplement trop de séries policières et je les ai ouvertes. C'étaient des chefs-d'œuvre de fiction. Ma très chère Violet, commençait l'une d'elles. J'ai beaucoup réfléchi à l'âme de notre mariage. Je réalise maintenant que l'argent, l'héritage de ta grand-mère, m'a fait peur. J'ai réagi violemment parce que je me sentais indigne de toi. J'ai éclaté de rire dans la cuisine vide. Indigne? L'homme s'était promené comme s'il était le cadeau de Dieu à l'Ohio pendant 7 ans. J'ai continué ma lecture. Ce n'est pas à propos des 18 millions de dollars. Je ne me soucie pas de l'argent. Je vivrai dans une boîte en carton avec toi. Mais nous devons gérer ce fonds fiduciaire ensemble. Tu sais que tu n'es pas doué pour les finances complexes, 6. Tu es enseignante. Tu as un cœur magnifique. Mais les requins te mangeront toute crue. Laisse-moi te protéger. Laisse-moi revenir à la maison pour que nous puissions sécuriser notre avenir. L'odeur de l'avidité était si forte qu'elle émanait pratiquement du papier. Il ne s'excusait pas pour les abus. Il ne s'excusait pas pour l'humiliation.
Il était terrifié à l'idée qu'une enseignante soit sur le point de contrôler une fortune dont il s'estimait intellectuellement le bénéficiaire légitime. J'ai surligné la ligne « Tu n'es pas doué pour les finances complexes » avec un marqueur jaune. Nous verrons cela, Colt, ai-je chuchoté. Jour 11, le dernier espoir via la belle-mère. Colt savait qu'il m'avait perdu, alors naturellement, il a essayé de manipuler la femme qui m'avait donné naissance. Ma mère est une femme douce à bien des égards. Elle tricote des couvertures pour les refuges, elle pleure devant les publicités pour les assurances vie. Colt pensait qu'elle était le maillon faible de la chaîne. Il a appelé son téléphone fixe à 19h. J'étais chez elle pour le dîner, assise juste en face d'elle quand le téléphone a sonné. Elle a décroché. Allô? Son visage s'est durci. Elle m'a regardé, les yeux écarquillés. Elle a mis un doigt sur ses lèvres. Bonjour, Colt, dit-elle. Sa voix était d'une platitude inhabituelle. Je pouvais entendre sa voix, grêle et frénétique, à l'autre bout. Il en rajoutait des tonnes, les sanglots, les excuses, « je l'aime tellement, maman ». Ma mère a écouté pendant 2 minutes entières sans l'interrompre. Elle a remué son thé. Puis, elle a pris une profonde inspiration. Colt, coupa t-elle. Tu as jeté une alliance au visage de ma fille devant toute sa vie. Tu lui as dit qu'elle était une erreur. Il a recommencé à bafouiller, parlant de stress et d'alcool. Non, a dit ma mère. C'était un mot tranchant et dur que je l'avais rarement entendu utiliser. Tu n'as pas le droit de réécrire l'histoire simplement parce que tu as découvert que le compte bancaire a changé. Tu as fait ton lit sur cette piste de danse, Colt. Maintenant, tu dois y dormir seul. Elle a raccroché le téléphone avec un bruit décisif. Elle m'a regardé, a lissé sa serviette et a dit, « Passe-moi les pommes de terre, s'il te plaît. » Je ne l'avais jamais autant aimé. Jour 12, l'autre femme. Le silence du côté de Colt après le rejet de ma mère était de mauvais augure. Mais le lendemain, l'autre revers de la médaille est tombé. J'ai retrouvé Brenda pour déjeuner. Brenda était administratrice chez Aloha Works, là où Colt travaillait. C'était l'une de ces femmes invisibles pour les hommes comme Colt, mais qui voyait absolument tout. Nous nous sommes retrouvés dans une charcuterie 3 villes plus loin, par mesure de sécurité. Brenda avait l'air nerveuse. Elle jetait des regards fréquents vers la porte. Il est dans un état lamentable au travail, Violet, dit-elle en mordant dans son sandwich. Il crie après les stagiaires. Il a raté la revue trimestrielle. Mais ce n'est pas pour ça que je t'ai demandé de venir. Elle sortit son téléphone et le fit glisser sur la table. Ça vient de la fête de Noël de l'entreprise le mois dernier, dit-elle. Je ne voulais pas te le montrer avant. Je pensais. Eh bien, je pensais que vous étiez heureux. J'ai regardé l'écran. C'était une photo prise dans la pénombre d'un box de bar. Colt était là. Il se penchait tout près d'une fille qui ne devait pas avoir plus de 24 ans. Elle avait de longs cheveux blonds et portait une robe qui coûtait plus cher que mon salaire mensuel. Sa main reposait confortablement, de manière possessive, sur sa cuisse. Il la regardait avec ce même regard intense et affamé qu'il me lançait quand nous avions commencé à sortir ensemble. Qui est-elle, ai-je demandé. Ma voix était stable. Paige Holloway, dit Brenda. C'est la nouvelle coordinatrice média. Elle a commencé il y a 4 mois. Tout le monde connaît 6. Mais l'ironie s'est ensuite installée. Il avait précipité le divorce pour être avec Paige, pensant quitter un navire en perdition. Ce faisant, il s'était accidentellement coupé de 18 millions de dollars. J'ai regardé Brenda et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire gentil. Brenda, ai-je dit, peux-tu m'envoyer cette photo et toutes les autres que tu pourrais avoir? Bien sûr, dit-elle. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais essayer de savoir s'il s'agissait d'une simple aventure, ai-je dit, en regardant le visage suffisant de Colt sur la photo, ou s'il s'agissait d'un plan. Parce que quelque chose chez Paige Holloway me dérangeait. Elle avait l'air trop jeune, trop brillante. Et Colt était manager dans une usine d'alliage de taille moyenne. Il n'était pas un bon parti pour une fille comme ça, à moins qu'il ne lui ait promis quelque chose, à moins qu'il ne lui ait vendu un avenir qu'il ne pouvait pas encore se permettre. Je me demandais ce que Paige penserait lorsqu'elle découvrirait que son chevalier blanc était en réalité un indigent dans une berline de location. Il était temps de le découvrir. J'ai trouvé le numéro de Paige Holloway à l'endroit le plus cliché imaginable, écrit au dos d'un reçu de pressing que Colt avait laissé dans la boîte à gants de ma voiture.
Il avait utilisé ma voiture pour faire une course 2 semaines auparavant, prétendant que sa berline faisait un bruit bizarre. J'ai fixé les chiffres écrits dans son gribouillis irrégulier et précipité et j'ai ressenti un étrange sentiment de détachement. Je n'étais pas en colère. J'étais une archéologue brossant la poussière sur un fossile, essayant de voir la forme du monstre enterré dessous. Je lui ai envoyé un SMS, « Bonjour, Paige. C'est Violet Perry. Je ne vais pas vous hurler dessus. Je veux juste vous offrir un verre et comparer nos notes. The Blackbird Tavern. 19h. Elle n'a pas répondu pendant 3 heures. Quand elle l'a fait, ce n'était qu'un mot, d'accord. The Blackbird Tavern était un endroit sombre aux boiseries de bois, à la lisière de la ville. Le genre d'endroit où les gens allaient pour avoir des conversations qu'ils ne voulaient pas voir entendues. Je suis arrivé 10 minutes en avance et j'ai commandé un soda. J'avais besoin d'avoir les idées claires. Quand Paige est entrée, elle ne ressemblait en rien à la femme confiante et surbrillante de la photo que Brenda m'avait montrée. Elle avait l'air terriblement jeune. Elle portait un imperméable trop grand pour elle, et ses yeux parcouraient la pièce comme si elle s'attendait à ce qu'un tireur d'élite soit positionné dans la charpente. Quand elle m'a vu, elle a hésité, sa main serrant la bandoulière de son sac si fort que ses articulations étaient blanches. Je lui ai fait signe de venir. « Assieds-toi, Paige » ai-je dit, en gardant une voix basse et calme. « Je t'ai déjà commandé un vin blanc. Tu as l'air d'en avoir besoin. » Elle s'est glissée dans le box en face de moi, comme si elle attendait qu'une trappe s'ouvre. Je ne savais pas, a-t-elle lâché avant même de toucher le verre. Je veux dire, je savais qu'il était marié, mais il m'a dit. Il m'a dit que c'était fini. Il a dit que vous viviez dans des chambres séparées. Nous avons dormi dans le même lit chaque nuit jusqu'à samedi dernier, ai-je dit. Je ne l'ai pas dit pour être cruel, je l'ai dit pour établir la base de la réalité. Paige a tressailli. Elle a pris une grande gorgée de vin. C'est un menteur, a-t-elle chuchoté. Je le sais maintenant après ce qui s'est passé à la fête. J'en ai entendu parler. Tout le monde au bureau en parle. Je parie qu'ils le font, ai-je dit. Écoute, Paige, je ne suis pas ici pour te faire honte. Tu as 24 ans. Il en a 38 et occupe une position d'autorité sur toi. Je comprends. Mais j'ai besoin de savoir ce qu'il t'a dit, pas les bêtises romantiques. J'ai besoin de connaître la chronologie. Paige a regardé la table, traçant la condensation sur son verre. Il a commencé à me parler il y a environ 3 mois. Au début, ce n'était que des plaintes. Il disait que tu étais. Elle a hésité, levant les yeux vers moi avec un regard désolé. Vas-y, ai-je dit. J'ai le cuir solide. Il a dit que tu étais ennuyeuse, dit-elle doucement. Il a dit que tu n'étais qu'une enseignante et que tu n'avais aucune ambition. Il a dit qu'être marié avec toi, c'était comme se noyer dans du porridge. Il m'a dit qu'il avait besoin de quelqu'un qui ait du feu, quelqu'un qui comprenne la situation globale. J'ai failli rire. Colt, l'homme qui pensait qu'investir dans la ferme d'alpaga d'un ami était une stratégie financière saine, parlant de la situation globale. A-t-il mentionné l'argent, ai-je demandé. Plus précisément, a-t-il déjà mentionné l'argent de ma famille? Paige a froncé les sourcils, penchant la tête. C'était la partie bizarre. Il disait toujours que tu étais fauché. Il disait qu'il payait pour tout. Il t'appelait un poids mort financier. Mais... J'ai insisté. J'ai vu l'hésitation dans ses yeux. Mais il y a environ 3 semaines, juste avant ton anniversaire, il est devenu étrangement précis sur des questions juridiques. Paige a dit qu'il savait que mon oncle est parajuriste dans un tribunal des successions. Colt m'a emmené déjeuner et n'a cessé de poser ces questions hypothétiques. Il a posé des questions sur la levée du voile corporatif et le droit du conjoint dans les transferts d'héritage. Un frisson m'a parcouru l'échine, et cela n'avait rien à voir avec la climatisation. Il y a 3 semaines, ai-je demandé. Es-tu sûr? Oui, Paige a hoché vigoureusement la tête. Parce que c'était le lendemain de la retraite de l'entreprise. Il était obsédé par ça. Il a demandé, si une femme hérite d'actions, est-ce que le mari en reçoit automatiquement la moitié s'ils sont encore mariés? Je lui ai dit que je le pensais, à moins qu'il n'y ait un contrat de mariage ou une clause spécifique dans le testament. Il avait l'air heureux. Il avait l'air d'avoir gagné à la loterie. Mes mains sont devenues de glace. Colt n'avait pas été surpris par l'appel de l'avocat à la fête. Il ne connaissait peut-être pas le montant exact, mais il savait que l'argent arrivait.
Il avait fouillé. Il avait dû voir une lettre de Miles que j'avais laissée sur le comptoir, ou peut-être avait-il surpris un appel téléphonique que j'avais passé à ma mère. Il était au courant de l'héritage et il connaissait la condition du toujours marié. Il essayait de calculer son coût, ai-je réalisé, parlant plus pour moi-même que pour Paige. Il n'essayait pas de divorcer à la fête, il essayait de me pousser dans un état de détresse émotionnelle où je commettrais une erreur. Ou attendez, j'ai revu la chronologie. S'il était au courant pour l'argent, pourquoi jeter la bague? Pourquoi exiger un divorce? Il a posé une autre question, a ajouté Paige, interrompant mes pensées. Il a demandé, si je demande le divorce, mais que je le retire ensuite, est-ce que cela remet à zéro le compteur des actifs matrimoniaux? Mon Dieu, c'était un jeu. Il voulait déposer une demande, m'effrayer, peut-être m'amener à le supplier de rester, puis se réconcilier juste à temps pour que l'argent soit transféré. En déposant la demande, il pensait établir sa domination. Il ne connaissait pas la clause spécifique d'exclusion de divorce en cours que Miles avait insérée. Colt pensait jouer un échec et mat, mais il n'avait pas lu le livre de règles. C'est un sociopathe, dit Paige en frissonnant. Mais il y a encore une chose, Violet. Et c'est la partie qui m'a vraiment flanqué la trouille. Elle s'est penchée plus près, baissant la voix. Il se vantait souvent de la façon dont il t'avait sauvé. Il m'a dit que ton fiancé avant lui, Ethan. Il m'a dit qu'Ethan s'était enfui parce qu'il avait découvert que tu avais un sale secret. Colt a dit, elle pense que je ne sais pas, mais je sais exactement pourquoi Ethan est parti. Je suis le seul qui supporterait son fardeau. Je l'ai fixé. Je n'ai pas de sale secret, ai-je dit lentement. Ethan est parti parce qu'il a eu peur au dernier moment. Il m'a envoyé une lettre disant qu'il n'était pas prêt. Colt ne présentait pas ça comme une peur de dernière minute, a dit Paige. Il présentait ça comme s'il avait la preuve de quelque chose. Il en a ri une fois. Il a dit qu'Ethan avait été intelligent de fuir, mais que lui était plus intelligent de rester. La pièce a semblé basculer. Ton fiancé a été intelligent de fuir. Il avait hurlé ces mots exacts à la fête. Ce n'était pas seulement une insulte, c'était un slogan. C'était quelque chose qu'il se répétait à lui-même et à sa maîtresse depuis des semaines. Mais comment Colt savait-il quoi que ce soit sur Ethan? J'avais rencontré Colt 6 mois après le départ d'Ethan. Ils ne s'étaient jamais croisés. Je n'avais jamais discuté des détails de la rupture avec Colt parce que je ne les connaissais pas vraiment moi-même, juste qu'Ethan était parti. À moins que Colt ne soit pas simplement apparu dans ma vie par accident 6 mois plus tard. J'ai regardé Paige. Elle n'était qu'un pion, une fille de 24 ans prise entre deux feux par un homme qui se prenait pour un grand maître. Paige, ai-je dit, fouillant dans mon sac et sortant un billet de $20 pour couvrir les consommations. Tu as été d'une grande aide. Mon conseil, bloque son numéro, change ton itinéraire pour aller au travail, et si les RH te demandent, dis-leur la vérité. Je suis sorti du box. Mes jambes me semblaient lourdes, mais mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Violet, m'a appelé Paige alors que je me tournais pour partir. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai regardé. La lumière tamisée de la taverne jetait de longues ombres sur mon visage. Je vais découvrir pourquoi mon mari semble en savoir plus sur ma rupture d'il y a 7 ans que moi, ai-je dit. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit. Le parking était vide. J'ai déverrouillé ma voiture et me suis assise sur le siège conducteur, agrippant le volant. Colt ne voulait pas seulement l'argent. Il n'était pas simplement tombé par hasard sur une femme riche. La façon dont il parlait d'Ethan, la façon dont il avait orchestré son entrée dans ma vie juste après mon moment le plus bas. Cela semblait planifié. J'ai sorti mon téléphone. Je n'avais pas parlé à Ethan Weller depuis 7 ans. Je ne savais même pas s'il était toujours en Caroline du Sud. Mais j'ai ouvert le navigateur et tapé son nom dans la barre de recherche. Si Colt avait préparé le terrain pendant des années, je devais trouver la source de l'eau. Je devais parler à l'homme qui s'était enfui. Trouver Ethan Weller a été plus difficile que prévu, mais pas pour les raisons que l'on pourrait croire. Il n'avait pas disparu de la surface de la Terre. Il avait simplement déménagé à Charlotte et avait réussi. Il m'a fallu 2 heures de recherche sur LinkedIn et dans les répertoires de cabinets d'architectes pour trouver son visage. Il paraissait plus vieux, les rides d'expression autour de ses yeux étaient plus profondes, ses cheveux grisonnaient sur les tempes. J'ai fixé l'écran, mon cœur faisant une lente et douloureuse culbute dans ma poitrine. C'était l'homme qui était censé être mon mari.
C'était l'homme qui m'avait abandonné sans explication il y a 7 ans, me laissant suffisamment brisé pour que Colt Perry intervienne et ramasse les morceaux. J'ai envoyé l'email à 2 heures du matin. Il était court, Ethan, je sais que cela fait longtemps. Je ne cherche pas à renouer quoi que ce soit. J'ai juste besoin de te poser une question sur la raison de ton départ. C'est important, s'il te plaît. Il a répondu 4 heures plus tard, café jeudi. The Roster sur la 4e rue. 10 heures. Conduire vers Charlotte, c'était comme remonter le temps. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes articulations étaient blanches. Quand je suis entré dans le café, l'odeur de grains torréfiés et de cannelle m'a frappé un souvenir sensoriel qui m'a presque fait fléchir les genoux. Ethan et moi passions des heures dans des endroits comme celui-ci. Il était assis dans le coin au fond quand il m'a vu. Il n'a pas souri. Il s'est levé, maladroit et rigide. « Violet », dit-il. Sa voix était plus grave que dans mes souvenirs. « Ethan », ai-je répondu. Je n'ai pas proposé d'étreinte. Je me suis assise, posant mon sac sur la table comme un bouclier. « Merci de me rencontrer. »« Tu as dit que c'était important », dit-il en se rasseyant. Il avait l'air sur ses gardes, ses yeux scrutant mon visage à la recherche de quoi? De la culpabilité? J'ai appris que tu divorces. J'en suis désolé. Ne le sois pas, ai-je dit. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée en 7 ans. Mais c'est précisément pour cela que je suis ici. J'ai pris une profonde inspiration. Ethan, pourquoi es-tu parti? Et ne me dis pas que tu n'étais pas prêt. Tu avais acheté une maison avec moi. Nous avions choisi des modèles de vaisselle. On ne s'enfuit pas d'une vie que l'on a construite parce qu'on a eu peur au dernier moment un mardi. Ethan a regardé son café noir. Il est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a enfin levé les yeux, son expression était un mélange de colère et de confusion. « Je suis parti parce que tu me trompais, Violet », a-t-il déclaré platement. L'air a quitté mes poumons. « Quoi ? Ne fais pas ça », dit-il en levant une main. J'ai vu les preuves. Je ne voulais pas d'une scène de cris. Je ne voulais pas être le gars qui supplie une personne infidèle de rester, alors je me suis simplement retiré de l'équation. Je ne t'ai jamais trompé, ai-je dit, ma voix tremblant d'une rage que je n'avais pas prévue. Je n'ai jamais trompé personne de ma vie. Qui t'a dit ça? Ethan m'a étudié. Il a dû voir le choc sincère dans mes yeux car il a fouillé dans sa sacoche d'ordinateur. Je les ai gardés, dit-il. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me rappeler pourquoi je ne fais pas facilement confiance. Il a sorti un dossier chemise contenant des captures d'écran imprimées de mai. Il les a fait glisser sur la table. Je les ai ramassées. L'entête indiquait qu'elles provenaient d'un expéditeur anonyme, Watch in the Shadow 88. L'objet était, elle n'est pas celle que vous croyez. J'ai regardé le contenu. Il y avait des photos. L'une d'elles me montrait dans un bar d'hôtel à Atlanta. Je me souviens de ce voyage, ai-je dit. C'était une conférence pédagogique. Je riais, penché en avant pour parler à un homme en costume. C'est mon cousin, Mark. Il habite à Atlanta. Nous nous sommes retrouvés pour un verre après les séminaires. Lis le texte en dessous, a dit Ethan. L'email disait, elle vous dit qu'elle est à une conférence. Elle le rejoint. Ils sont montés à la chambre 312 juste après ça. Mon sang s'est glacé. La chambre 312 était bien mon numéro de chambre. Seul le registre de l'hôtel et moi le savions. J'ai tourné la page. C'était un journal de messages textes censé être échangé entre moi et un amant. Le langage était cru, intime, détaillant des choses que j'aimais au lit des choses que seul Ethan pouvait savoir. Ethan, ai-je chuchoté, ce sont des faux. Mais la personne qui les a écrits savait des choses. Elle connaissait mon numéro de chambre. Elle connaissait notre vie privée. J'ai regardé de plus près le style d'écriture de l'expéditeur anonyme, il ne t'apprécie pas. Tu es un prix qu'il a laissé sur l'étagère. Tu as besoin d'un homme qui sache comment gérer une femme comme toi. Et puis la dernière ligne du dernier email, envoyé le jour du départ d'Ethan, laisse-la partir. Tu es faible. Tu devrais fuir. Un homme intelligent fuirait. J'avais la nausée physique. Intelligent de fuir. Ethan, ai-je dit en levant les yeux vers lui. Quand as-tu reçu cela, précisément? Le premier est arrivé début octobre, dit-il.
Le dernier est arrivé le jour de mon départ. Le 1er novembre. Octobre. C'était le mois où j'avais commencé à prendre des cours du soir au centre communautaire. Le cours où j'ai rencontré Colt. As-tu déjà rencontré un homme nommé Colt Perry, ai-je demandé. Non, a dit Ethan. Jamais entendu parler de lui. Il était dans mon cours du soir, ai-je dit, mon esprit s'emballant, reliant les fils de la toile d'araignée. Il s'asseyait au fond. Il me demandait un stylo à chaque séance. Il était très serviable pour les questions techniques. Il a réparé mon ordinateur portable une fois quand il a planté à la cafétéria. J'ai fixé les journaux de messages dans l'imprimé. Il a gardé mon ordinateur pendant 3 heures, ai-je murmuré. Il aurait pu installer un enregistreur de frappe. Il aurait pu accéder à mon itinéraire pour Atlanta. Il aurait pu télécharger mes photos. Le visage d'Ethan est devenu livide. Violet, es-tu en train de dire que ce type t'a piégé pour arriver à ses fins? Je dis qu'il m'a isolé, ai-je dit. Il a attendu que tu sois hors du tableau et ensuite il était juste là pour me ramasser. Il était l'épaule sur laquelle pleurer. Il me disait, un gars qui part comme ça ne t'a jamais vraiment aimé. Il l'a répété jusqu'à ce que je le croie. J'ai rassemblé les papiers. Je peux les garder? Oui, dit Ethan. Il avait l'air malade. Violet, si c'est vrai, je suis tellement désolé. J'aurais dû te demander. J'aurais dû te confronter. Il comptait sur le fait que tu ne le fasses pas, ai-je dit sombrement. Il comptait sur ta fierté. Je suis allé directement au bureau de Sloan. Je n'ai pas voulu rentrer chez moi. Je ne voulais pas être près de Colt tant que je ne savais pas exactement à quoi j'avais affaire. Sloan a étalé les papiers sur son bureau en acajou. Elle a mis ses lunettes de lecture et a ouvert un fichier sur son ordinateur, l'archive des emails de harcèlement de Colt des 20 derniers jours. Regarde la syntaxe, a dit Sloan, désignant du doigt un ongle manucuré. Ici, dans l'email anonyme à Ethan d'il y a 7 ans, vous êtes légalement et moralement obligé de partir. Et ici dans l'email que Colt t'a envoyé hier, tu es légalement et moralement obligé de partager cet argent. Qui parle comme ça? Qui utilise légalement et moralement obligé dans un email de rupture? Colt, ai-je dit. Il essaie de se donner des airs d'avocat parce qu'il pense que ça lui donne de l'autorité. Et regarde l'horodatage sur les métadonnées de cette photo, dit Sloan, tapotant l'image de mon cousin et moi. Elle a été modifiée. Les ombres ne collent pas. Tu vois? Quelqu'un a recadré la 3e personne à la table. La femme de Mark était assise juste là. On voit le bord de son sac. Il l'a effacé. J'ai réalisé que c'était tout comme il avait effacé Ethan. Sloan s'est rassise, l'expression dure. Ce n'est pas juste un mauvais mari, 6. C'est de la prédation. Il t'a traqué. Il t'a piraté. Il a orchestré la destruction de tes fiançailles pour pouvoir s'engouffrer dans le vide. Et maintenant que tu essaies de partir, il passe à la vitesse supérieure. Elle a tourné son écran. Il affichait un tableur. J'ai consigné chaque interaction depuis la fête d'anniversaire, dit Sloan. 47 appels le premier jour, 12 visites à ton domicile, 3 tentatives de contacter ton employeur, et maintenant nous avons la preuve qu'il s'est livré à du cyberharcèlement et à de la diffamation il y a 7 ans. Violet, nous en avons assez pour une ordonnance de protection permanente. Nous pouvons l'enterrer. J'ai regardé le tableur. C'était la preuve mathématique d'une obsession. Fais-le, ai-je dit. Dépose la demande. Je veux qu'il lui soit légalement interdit de s'approcher à moins de 500 pieds de moi. Je ferai signer ça par le juge d'ici 17 heures, a promis Sloan. Je suis sorti de son bureau en me sentant plus légère, mais aussi plus froide. Je ne divorçais pas seulement d'un abruti, je m'échappais d'une araignée qui avait passé 7 ans à m'envelopper de soie. Mon téléphone a sonné. C'était encore Ethan. Violet, dit-il. Il avait l'air essoufflé, comme s'il avait couru. Je viens de me rappeler autre chose, quelque chose que j'avais occulté. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé en déverrouillant ma portière. Environ 6 mois après mon départ, a dit Ethan, tu me manquais. J'ai réalisé que j'avais fait une erreur. Même avec les emails, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à nous. Alors, j'ai appelé chez toi la ligne fixe. Je me suis figé. Je me souvenais de cette période. J'étais en pleine dépression et Colt venait tous les jours pour prendre soin de moi.
Il vivait pratiquement sur mon canapé, m'apportait de la soupe, réparait des choses dans la maison. J'ai appelé, a continué Ethan, et un homme a répondu. Colt, ai-je chuchoté. J'ai demandé à te parler, dit Ethan. Et il a ri. Il a dit, Violet est sous la douche. Elle est Madame Perry maintenant. Nous venons de nous marier. Ne la rappelle plus. J'ai serré le téléphone si fort que l'écran a failli se fissurer. Nous n'étions pas mariés alors. Nous n'étions même pas fiancés. Nous sortions juste ensemble. Colt avait répondu à mon téléphone chez moi alors que j'étais probablement en train de pleurer dans l'autre pièce, et il avait menti pour tuer la dernière chance qu'Ethan revienne. Il m'a dit que vous étiez mariés, dit Ethan d'une voix brisée. Alors j'ai raccroché. J'ai jeté ton numéro. J'ai pensé que tu étais passé à autre chose instantanément. C'est pour ça que je n'ai jamais réessayé. Il a menti, ai-je dit, ma voix tremblant d'une fureur froide et absolue. Il a menti pour s'assurer que tu restes loin. Il nous a volé 7 ans. Violet, dit Ethan. Non, ai-je dit en démarrant le moteur. Le vrombissement du moteur a rempli l'habitacle. Il m'a volé 7 ans. Et maintenant, je vais lui prendre tout ce qu'il lui reste. J'ai raccroché. Je ne suis pas rentré à la maison. Je suis allé à la banque. J'avais fini de jouer la défense. Il était temps de fermer chaque compte, de changer chaque serrure et de brûler les ponts si radicalement que Colt ne pourrait même pas revenir à la nage à travers les cendres. Le trajet jusqu'à Raleigh a duré 3 heures, mais j'avais l'impression de voyager vers une autre planète. J'ai laissé derrière moi la petite maison où je m'étais caché du monde pendant 7 ans, et j'ai conduit vers une ligne d'horizon de verre et d'acier. Mon rendez-vous avec Miles Coran était à 10 heures du matin. Je suis arrivé à 9h45 muni d'une sacoche en cuir que j'avais achetée la veille. Elle contenait mon ordinateur portable, un carnet et 3 classeurs de recherche que j'avais compilés au cours des 5 dernières nuits sans sommeil. Le bureau de Miles était au 42e étage. La vue sur la Caroline du Nord était immense, un quadrillage de vert et de gris s'étendant jusqu'à l'horizon. Miles m'a accueilli à la porte. C'était un homme aimable aux cheveux argentés et aux yeux qui avaient vu trop de querelles familiales. Il avait l'air soulagé de me voir seul. « Violet », dit-il en me serrant fermement la main. « Tu as l'air déterminé. »« Je le suis », ai-je dit. Le processus de signature a été exhaustif. La pile de documents faisait 3 pouces d'épaisseur. J'ai signé mon nom encore et encore, Violet Elizabeth Perry. À chaque signature, je sentais une couche de l'influence de Colt s'écailler. Je ne signais pas pour une pension alimentaire, je ne signais pas pour un arrangement. Je signais pour mon droit de naissance. Quand nous sommes arrivés au dernier document, Miles a marqué une pause. Ceci est le transfert des actions avec droit de vote de classe A, a-t-il expliqué en tapotant le papier. Une fois que vous aurez signé ceci, vous ne serez plus seulement une bénéficiaire. Vous serez la plus grande actionnaire individuelle de Breerwood Family Market. Vous contrôlez 22% du bloc de vote. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils doivent m'écouter, ai-je dit. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas vous ignorer, a corrigé Miles. Mais ils pourraient essayer de vous faire taire. Le conseil d'administration est de la vieille école. Ils aimaient votre grand-mère parce qu'elle les laissait diriger pendant qu'elle s'occupait de son jardin. Ils ne s'attendent pas à une participante active. J'ai signé le papier. L'encre a séché instantanément. Je ne suis pas ma grand-mère, ai-je dit. Et je ne suis certainement pas la femme que j'étais il y a 2 semaines. Bien, sourit Miles. Parce que la réunion du conseil d'administration est dans 20 minutes. J'ai pris la liberté de la programmer en session d'urgence selon votre demande. Nous avons descendu le couloir jusqu'à la salle de conférence principale. Le couloir était bordé de portraits des fondateurs de l'entreprise des hommes sévères en noir et blanc. Mon grand-père était là. Ma grand-mère n'y était pas, bien qu'elle ait sauvé l'entreprise 2 fois dans les années 80. Cela allait changer. J'ai poussé les doubles portes. La pièce était glaciale. 12 hommes et une femme étaient assis autour d'une table en acajou qui semblait assez longue pour y faire atterrir un avion. Ils étaient tous en costume sombre. Ils ont tous cessé de parler quand je suis entré. J'ai reconnu le président, Arthur Sterling. C'était un homme d'une 60aine d'années qui avait envoyé une carte de condoléances générique à la mort de ma grand-mère. Il m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes, son expression oscillant entre l'amusement et l'agacement. « Madame Perry », dit Arthur, sans se lever.
On nous a dit qu'il y avait une question urgente concernant le transfert de la succession. Nous avons supposé que vous vouliez discuter d'un calendrier de liquidation. Si vous voulez encaisser votre part, nous avons une proposition de préparer. Il pensait que j'étais là pour vendre. Il pensait que j'étais la petite fille en deuil qui voulait un chèque pour aller s'acheter une maison de plage et disparaître. Je me suis dirigé vers le bout de la table, face à lui. Je ne me suis pas assise. J'ai posé mes classeurs sur la table avec un bruit sourd et lourd. Je ne suis pas ici pour vendre, monsieur Sterling, ai-je dit. Ma voix était claire. C'était la voix que j'utilisais quand je devais contrôler une classe de 30 adolescents turbulents. Je suis ici pour prendre mon siège. Un murmure a circulé autour de la table. Votre siège? Arthur a gloussé, un son sec et condescendant. Violet, ma chère. Je sais que vous êtes enseignante, n'est-ce pas? S'occuper de la gouvernance d'entreprise est un peu différent de noter des copies d'histoire. Le conseil exige de l'expérience. Je suis ravi que vous parliez d'expérience, ai-je dit. J'ai ouvert le premier classeur. Parce que j'ai passé la semaine dernière à analyser les rapports trimestriels que vous envoyiez à ma grand-mère. Et j'ai aussi passé les 3 derniers jours à visiter 12 sites Briroud différents à travers l'État. J'ai fait glisser un paquet de feuilles le long de la table. Il a glissé parfaitement, s'arrêtant juste devant Arthur. Les ventes ont baissé de 4% d'une année sur l'autre, ai-je récité, sans regarder mes notes. La fidélisation de la clientèle chez les moins de 40 ans est abyssale. Vous perdez des parts de marché au profit des chaînes bio et des détaillants à bas prix parce que Briroud n'a aucune identité. Vous essayez d'être tout pour tout le monde, et vous finissez par n'être rien pour personne. Le silence s'est fait dans la pièce. Arthur a ramassé le paquet. Son sourire a fléchi. Je suis peut-être enseignante, ai-je continué, arpentant lentement la longueur de la table. Et savez-vous ce que font les enseignants? Nous identifions le problème, nous créons un plan de cours, et nous l'exécutons. J'ai projeté une diapositive sur l'écran au fond de la pièce. C'était une maquette que j'avais payée à un ami graphiste pour qu'il la crée en une nuit. Voici le plan de restructuration sur 18 mois, ai-je annoncé. Phase 1, l'initiative de pôle communautaire. Nous cessons d'essayer de rivaliser uniquement sur les prix de gros. Nous pivotons vers l'approvisionnement local. Je veux que 20% de nos produits dans chaque magasin proviennent de fermes situées dans un rayon de 50 miles. Nous créons des week-ends de rencontrer le fermier. Nous transformons les courses alimentaires d'une corvée en une expérience. C'est coûteux, a déclaré la femme siégeant au conseil. Elle avait l'air intriguée mais sceptique. La logistique à elle seule serait un cauchemar. La logistique est complexe, ai-je admis. Mais les marges sur les produits locaux haut de gamme sont 40% plus élevées que sur les produits génériques que nous stockons actuellement. J'ai fait les calculs. Le coût initial est élevé, mais le retour sur investissement commence au 6e mois. Et qui va payer pour ce coût initial, a demandé Arthur, croisant les bras. Nous n'allons pas réduire les dividendes pour financer un projet personnel. Moi, ai-je dit. Arthur a scié. Pardon? Je propose un programme pilote dans le district de Charleston, ai-je dit. Je réinvestirai mes 2 premiers trimestres de dividendes environ $600 000 pour financer la rénovation et la mise en place de la chaîne d'approvisionnement pour 3 magasins. Je réinjecte mon propre argent dans l'entreprise. Si ça échoue, je perds. Si ça réussit, nous le déployons dans tout l'État. Je me suis appuyé des 2 mains sur la table et j'ai regardé Arthur droit dans les yeux. Mais en échange de mon investissement, ai-je dit, je veux un siège garanti au comité opérationnel, et je veux le pouvoir de licencier l'actuel directeur régional de Charleston, qui n'a pas mis les pieds dans un magasin depuis 3 ans. Le silence s'est prolongé. J'entendais le ronflement du projecteur. Arthur regardait les chiffres devant lui. Il regardait les autres membres du conseil. Il m'a regardé. Il cherchait la petite fille effrayée, la femme ennuyeuse que Colt avait décrite. Il ne l'a pas trouvée. Elle engage son propre capital, murmura la femme. Cela atténue entièrement notre risque. Elle a raison sur la chute démographique, grommela un autre membre. Mes propres petits-enfants ne font pas leurs courses chez nous. Arthur a soupiré. Il a enlevé ses lunettes et s'est frotté l'arête du nez. Il savait quand il était battu ou plutôt, il reconnaissait une bonne affaire quand elle lui sautait aux yeux. Tous ceux qui sont en faveur du programme pilote de Charleston sous la supervision de Madame Perry, a demandé Arthur.
Une main s'est levée, puis deux. Puis la femme a levé la sienne. Enfin, Arthur a levé sa propre main. La motion est adoptée, dit-il. Bienvenue au conseil, Madame Perry. Je suis sorti de cette salle de conférence 1 heure plus tard. Mes jambes tremblaient légèrement, non pas de peur, mais à cause de la chute d'adrénaline. Je l'avais fait. Je n'avais pas demandé la permission. Je n'avais pas demandé de faveur. J'étais entré dans une salle remplie d'hommes puissants et j'avais été mieux préparé qu'eux. Miles m'attendait dans le hall. Il rayonnait. J'ai entendu dire que ça s'était bien passé, dit-il. Ça s'est bien passé. J'ai acquiescé. Je me suis dirigé vers l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, j'ai aperçu mon reflet dans le métal poli. Pour la première fois en 7 ans, je ne voyais pas la femme de Colt. Je ne voyais pas la victime d'un lancer de bague. Je voyais Violet Perry, et pour la première fois, je réalisais que j'étais assez grande pour remplir l'espace que j'occupais. Je n'avais besoin de personne pour me dire que j'avais de l'importance. J'avais les votes pour le prouver. Si les 28 premiers jours furent un siège, la semaine suivante fut une guerre de tranchées. Colt comprit que les fleurs et les excuses n'allaient pas ouvrir le coffre-fort de la fortune de ma grand-mère. Alors, il cessa d'essayer d'être mon mari et commença à essayer d'être ma victime. Il engagea un avocat, un homme nommé Barry, qui portait des costumes mal ajustés et avait la réputation de transformer de simples divorces en combats de lutte dans la boue. Leur stratégie changea du jour au lendemain. Ils déposèrent une motion pour suspendre la procédure de divorce. Le document était une œuvre de fiction si audacieuse qu'elle en était presque impressionnante. Dans la version de la réalité de Colt, je n'étais pas la femme calme qui avait signé les papiers après avoir été humiliée. Non, selon le dossier, j'étais émotionnellement instable, sujette à des épisodes hystériques, et j'avais signé l'accord de séparation sous une contrainte psychologique extrême. Il affirmait qu'il n'avait apporté les papiers à la fête que pour faire un coup de bluff afin de raviver la passion dans notre mariage, et que j'avais craqué et forcé la décision alors que je n'étais pas dans mon état normal. Il voulait que le juge rejette l'accord de séparation. Il voulait remettre les compteurs à zéro. S'il pouvait faire traîner les choses au-delà de la date du transfert de l'héritage, il pourrait soutenir que nous étions encore techniquement mariés lorsque l'argent arriverait, lui donnant ainsi un point d'appui pour prétendre qu'il s'agissait d'un bien matrimonial. Il te traite de folle, Violet, dit Sloan en jetant la motion sur son bureau. Il dit à tout le monde en ville que tu as tout mis en scène. Il raconte aux gens que tu as engagé des acteurs pour ruiner sa réputation parce que tu es une chercheuse d'or qui savait que l'argent arrivait. Il m'a traité de chercheuse d'or ? Ai-je demandé en sirotant mon café. L'homme qui s'est installé dans ma maison et qui conduisait ma voiture ? La projection est son seul mécanisme de défense restant, dit Sloan. Mais ne t'inquiète pas, il a apporté un couteau à une attaque de drone. L'audience pour la motion de report eut lieu par un mardi pluvieux. La salle d'audience sentait le parapluie mouillé et la cire pour parquet. Colt était assis à la table des défendeurs, l'air sombre et injustement accusé. Il ne me regardait pas. Il n'arrêtait pas de chuchoter à Barry, qui hochait la tête de manière agressive. Quand Barry se leva, il fit son spectacle. Votre honneur, tonna-t-il. Mon client aime sa femme. L'incident lors de la fête d'anniversaire était un malentendu regrettable, une querelle d'amoureux démesurée. Madame Perry n'était manifestement pas dans un état d'esprit lui permettant de prendre des décisions juridiques. Nous demandons simplement une période de réflexion de 90 jours pour tenter une réconciliation. 90 jours. Cela nous pousserait bien au-delà de la date du transfert. Sloan se leva. Elle ne tonna pas. Elle n'agita pas les bras. Elle se contenta de marcher vers le pupitre et de connecter sa tablette à l'écran de la salle d'audience. Votre honneur, dit Sloan froidement. Nous contestons la qualification de querelle d'amoureux. Nous contestons également l'idée que M. Perry bluffait. Nous avons une preuve vidéo de l'événement. Elle diffusa le clip. La salle d'audience regarda en silence Colt lancer la bague. Ils entendirent le craquement du métal frappant mon assiette. Ils entendirent sa voix, forte et pâteuse, ton fiancé a eu raison de s'enfuir. Ils le virent jeter les papiers sur la table. Et puis ils me virent. Ils me virent rester là, le dos droit, le visage calme. Ils me virent m'asseoir et signer. Il n'y eut pas de larmes. Il n'y eut pas d'hystérie. C'était l'acte le plus rationnel de toute la soirée. Est-ce que cela ressemble à une femme sous la contrainte, demanda Sloan au juge.
Ou est-ce que cela ressemble à une femme acceptant une offre? Puis Sloan abattit le deuxième marteau. De plus, continua T.L., Monsieur Perry prétend vouloir une réconciliation. Cependant, nous avons une déclaration sous serment de Madame Paige Holloway. La tête de Colt se redressa brusquement. Il avait l'air terrifié. Sloan lut le document. Madame Holloway déclare que 3 semaines avant le dépôt de la demande, Monsieur Perry s'est renseigné spécifiquement sur les lois relatives aux successions, sur la levée du voile corporatif, et sur le fait de savoir si un divorce en cours protégerait les actifs. Il ne préparait pas un bluff, votre honneur. Il préparait une prise de contrôle hostile du futur capital de sa femme. Il a apporté ses papiers pré-remplis à la fête. On ne peut pas invoquer la surprise quand on est celui qui a imprimé les documents. Le juge, une femme pragmatique avec des lunettes de lecture perchées sur le bout du nez, regarda Colt par-dessus la monture de ses lunettes. Monsieur Perry, dit le juge. Avez-vous rempli ces papiers de divorce avant la fête? Colt bafouilla. Je veux dire, oui, mais c'était juste un modèle. Vous avez apporté des documents signés à une fête d'anniversaire, l'interrompit le juge. Vous avez engagé l'action en justice devant 70 témoins. Vous ne pouvez pas prétendre maintenant que vous n'étiez pas préparé au résultat que vous avez exigé. La motion de report est rejetée. La date de séparation est maintenue. Nous allons procéder au décret final. Colt avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Il s'affaissa sur sa chaise, son visage prenant une teinte rouge marbrée. Mais il n'avait pas fini. Un rat acculé est un rat qui mord. 2 jours après la victoire au tribunal, j'étais dans ma classe en train de corriger des copies pendant mon heure de préparation. L'interphone grésilla. Madame Perry, la voix de la secrétaire de l'école semblait tendue. Votre mari est ici. Il est sur le parking. Il dit qu'il doit vous parler d'urgence d'une urgence familiale. J'ai regardé par la fenêtre. Colt se tenait près de ma voiture. Il faisait les 100 pas. Il ne portait pas de costume aujourd'hui, il avait l'air décomposé. Je ne suis pas descendu. J'ai appelé Sloan. Il est sur mon lieu de travail, ai-je dit. Reste à l'intérieur, ordonna Sloan. J'envoie la police pour lui signifier un acte. Nous avons les registres prouvant qu'il a sonné à ta porte. Nous avons les emails. Maintenant, il te harcèle dans une école primaire. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La police arriva 10 minutes plus tard. De la fenêtre, je les ai regardés parler à Colt. Il agitait les bras. Il montrait l'école du doigt. Puis il remonta dans sa voiture et quitta le parking en trombe. À 17h ce soir-là, j'avais une ordonnance de protection temporaire m'accordant une zone tampon de 500 mètres. Ce soir-là, mon téléphone a bipé pour un email. C'était de Colt. Il avait dû l'envoyer avant que la police ne lui signifie l'ordonnance, ou peut-être était-il simplement stupide à ce point. 6. S'il te plaît, arrête les avocats. Je n'essaie pas de te faire du mal. Je veux juste arranger ça avant vendredi prochain. Nous ne pouvons pas laisser le transfert se faire sans un plan. Je t'aime. J'ai fixé l'écran. Avant vendredi prochain. Vendredi prochain était la date à laquelle les actions devaient être transférées à mon nom. C'était une date qui n'existait que dans les documents privés que Miles Coran m'avait envoyés. Ce n'était pas public. Ce n'était pas dans les dossiers de divorce. Comment Colt connaissait-il la date exacte du transfert? J'ai immédiatement transféré l'email à Sloan et Miles. Il connaît la date, ai-je tapé. Comment connaît-il la date? 10 minutes plus tard, mon téléphone sonna. C'était Miles Coran. Violet, dit Miles. Sa voix était sinistre, elle n'avait plus sa chaleur habituelle de grand-père. Il connaît la date du transfert, Miles, ai-je dit. Est-ce que tu l'as dit à son avocat? Absolument pas, dit Miles. Mais ce n'est pas le seul problème, Violet. Je venais de réviser les journaux d'activité du dossier de succession après que tu m'as envoyé cet email. Je voulais voir s'il y avait eu des demandes non autorisées. Et ai-je demandé, serrant fort le téléphone. Quelqu'un n'a pas seulement regardé le dossier, dit Miles. Quelqu'un a essayé de le modifier hier après-midi. Une demande a été soumise au bureau du greffier pour ajouter un codicille au testament de ta grand-mère. C'était un document scanné prétendument signé par ta grand-mère 3 jours avant sa mort. Quoi, ai-je haleté. Que disait-il? Il tentait de nommer un cofiduciaire,
dit Miles. Il tentait de nommer un administrateur tiers pour superviser ton héritage en cas d'instabilité matrimoniale. Et l'administrateur listé était un homme nommé Barry, qui se trouve être l'avocat de ton mari. C'est une fraude, ai-je dit. C'est une contrefaçon flagrante. Grand-mère n'a rien signé de tel. Je sais qu'elle ne l'a pas fait. Je sais qu'elle ne l'a pas fait, dit Miles, parce que j'étais avec elle 3 jours avant sa mort et qu'elle pouvait à peine tenir une cuillère, et encore moins signer un amendement juridique complexe. Mais Violet, voici la partie effrayante, pour déposer cette demande, il faut le numéro de dossier original et le code PIN d'accès privé qui n'a été délivré qu'à l'exécuteur testamentaire. Je suis l'exécutrice, ai-je dit. Et la seule autre personne qui a ce code PIN est. Je me suis arrêté. La pièce me sembla soudain très froide. C'est toi, finit Miles, ou quelqu'un qui a accès à ton coffre-fort personnel, ou quelqu'un en qui tu avais assez confiance pour lui laisser tes clés. Mes pensées se bousculaient. J'ai repensé au jour après les funérailles. La maison était pleine de monde, la famille, les amis, Colt. Mais Colt ne savait pas où je cachais la clé du coffre. Je l'avais caché il y a des années à l'intérieur d'un livre creusé sur mon étagère, Jane Eyre. Violet, dit Miles, cela vient de l'intérieur de la maison. Colt est imprudent, mais il n'est pas assez intelligent pour naviguer seul sur le portail des successions. Quelqu'un lui a donné les clés du royaume. Quelqu'un qui veut sa part. J'ai regardé le couloir vide de ma maison. J'ai eu une prise de conscience soudaine et brutale. La fuite n'était pas un étranger. C'était quelqu'un qui m'avait souri aux funérailles. Quelqu'un qui m'avait serré dans ses bras. Je sais qui c'est, ai-je chuchoté. Le siège émotionnel ne commença pas par un coup d'éclat, mais par un gémissement, plus précisément, le gémissement d'une femme de 60 ans se tenant sur mon perron sous la pluie. C'était 2 jours après la signification de l'ordonnance de protection. J'ai ouvert la porte pour trouver la mère de Colt, Eleanor, serrant un sac à main mouillé et ressemblant à l'image même du chagrin maternel. Eleanor avait toujours été gentille avec moi d'une manière passive et distante. Elle était le genre de femme qui croyait qu'un gratin pouvait réparer un crime. Violet, dit-elle, la voix tremblante. S'il te plaît, je ne suis pas là pour me battre. Je veux juste voir comment tu vas. J'ai hésité. L'ordonnance de protection couvrait Colt, pas sa mère. Et malgré tout, ces temps de dîner de famille et de cartes de vœux rendaient difficile de lui claquer la porte au nez. J'ai reculé. 5 minutes, Eleanor. C'est tout ce que j'ai. Elle s'assit sur le bord de mon canapé, refusant le thé. Elle fouilla dans son sac et en sortit un album photo. C'était un petit objet bon marché rempli de photos de Colt et moi à nos débuts. Nous à la plage, nous à Noël, nous ayant l'air jeunes et stupidement heureux. Il ne mange plus, Violet, dit Eleanor en essuyant ses yeux. Il reste assis dans le noir. Il pleure. Il dit qu'il a perdu son chemin, mais il n'a jamais cessé de t'aimer. 7 ans, Violet. On n'efface pas 7 ans à cause d'une mauvaise soirée et d'un peu d'argent. J'ai regardé les photos pendant une seconde. Juste une fraction de seconde. Ma poitrine s'est serrée. Je me suis souvenu de ce voyage à la plage. Je me suis souvenu de lui riant alors qu'il m'entraînait dans les vagues. C'était un souvenir authentique, du moins, je l'avais cru. Il veut arranger les choses, chuchota Eleanor, voyant mon hésitation. Il a écrit ceci. Il avait trop peur de l'envoyer lui-même à cause de la police. Alors il me l'a demandé. Il a dit que c'est une promesse, un nouveau départ. Elle posa une enveloppe épaisse et lourde sur la table basse. Elle était faite de papier de lin coûteux scellé à la cire. À côté, elle posa un écrin à bijoux en velours. Lis-le, c'est tout, plaida-t-elle. Pour le bien des vœux que tu as prononcés devant Dieu. Elle partit avant que je ne puisse répondre. Je suis resté assise là pendant un long moment. La maison était calme. Le fantôme de ce qui fut pesait lourd dans la pièce. J'ai tendu la main vers l'écrin de velours. À l'intérieur se trouvait une bague en diamant. Elle était énorme, un solitaire qui devait coûter 20 000 $. C'était bien plus beau que l'éclat qu'il m'avait jeté. Elle scintillait sous les lampes du salon, promettant des excuses, promettant de la valeur. Puis j'ai ouvert l'enveloppe. Le document à l'intérieur s'intitulait « Pacte de réconciliation et de renouveau ». Il était écrit dans un langage fleuri et poétique. Il parlait de pardon, de relier nos âmes et de mettre de côté les divisions juridiques du passé pour forger un avenir uni.
C'était magnifique. C'était déchirant. C'était presque assez pour me faire oublier la cruauté dans ses yeux lors de la fête d'anniversaire. Presque. J'ai pris mon téléphone. Sloan, ai-je dit, je passe te voir. Apporte ta loupe. 30 minutes plus tard, le magnifique document était posé sur le bureau de Sloan sous la lumière crue d'une lampe halogène. Sloan ne regardait pas la poésie, elle regardait les notes de bas de page. C'est un piège, dit Sloan. Sa voix était plate, dénuée de surprise. Où ça, ai-je demandé. On dirait une lettre d'amour. Lis le paragraphe 4, clause C, dit Sloan en tapotant le papier avec son stylo. Juste ici, enfoui dans la section sur l'unité spirituelle. Je me suis penché. Dans un esprit de recombinaison totale, les deux parties acceptent de dissoudre immédiatement toutes les pétitions de séparation en cours et affirment que tous les actifs, actuels et futurs, acquis par héritage ou par le travail, seront détenus dans la fiducie matrimoniale conjointe pour assurer la sécurité de l'union. J'ai fixé les mots. Traduis-moi ça, ai-je dit, bien que je sentais déjà la nausée monter dans ma gorge. Si tu signes ceci, dit Sloan, tu retires volontairement ta demande de divorce. Au moment où tu signes, tu n'es plus en instance de séparation. Tu es heureuse en ménage aux yeux de la loi. Et l'héritage, ai-je demandé. Le transfert de l'héritage est prévu pour vendredi, dit Sloan. Le testament de ta grand-mère dit que l'argent est à toi seul uniquement si tu es séparé ou divorcé. Si tu es marié, il va dans une fiducie conjointe. Ce document ne réconcilie pas seulement ton mariage, il lui accorde explicitement l'accès aux actifs de la succession. Il ne demande pas pardon, Violet. Il te demande de lui céder 18 millions de dollars. La bague, la mère éplorée, la poésie, tout cela n'était qu'un cheval de Troie. Il ne voulait pas que je revienne. Il voulait être légalement lié à moi pendant exactement 48 heures de plus pour que le transfert bancaire arrive sur un compte joint au lieu de mon compte personnel. Il a failli m'avoir, ai-je chuchoté. J'ai réellement eu de la peine pour lui. C'est ce que font les prédateurs, dit Sloan. Ils imitent les émotions humaines pour s'approcher assez près pour mordre. Son interphone bipa. Madame Mercé, Monsieur Coran est sur la ligne 1. Il dit que c'est urgent. Sloan mit le haut-parleur. Sloan, Violet. La voix de Miles était serrée par la colère. Nous avons un problème au palais de justice. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je demandé. Le greffier vient de signaler un deuxième dépôt, dit Miles. Tu te souviens de ce codicile forgé dont je t'ai parlé? Celui qui tentait de nommer un administrateur tiers. Eh bien, quelqu'un vient d'essayer de l'authentifier. Ils ont soumis une déclaration sous serment affirmant que ta grand-mère avait confirmé verbalement le changement à un membre de la famille de confiance avant de mourir. Qui, ai-je exigé? Qui est le témoin? Le nom est masqué sur la vue publique, dit Miles. Mais le greffier a noté que l'affidavit contient des détails spécifiques sur la maison de ta grand-mère, des détails sur l'endroit où elle gardait ses journaux intimes, des détails sur la disposition de sa chambre. Mon sang ne fit qu'un tour. Et, continua Miles, l'avocat de Colt cite déjà ce témoin dans une nouvelle motion. Ils prétendent qu'il y a un consensus familial selon lequel tu es inapte à gérer la succession et que la grand-mère voulait que Colt soit impliqué. Un consensus familial? Ai-je répété. Mon téléphone vibra. C'était Paige. Le texte disait, quand Colt était ivre un soir, il s'est vanté d'avoir un as dans sa manche. Il a dit, Violet pense que sa famille est loyale, mais elle a une cousine qui la déteste cordialement. J'ai juste eu à lui promettre une part du gâteau. Une cousine? J'ai fermé les yeux. L'image des funérailles de ma grand-mère a traversé mon esprit. La maison était bondée. J'étais dans la cuisine en train de faire du café. J'avais laissé la clé du coffre, le coffre où se trouvaient les journaux, où se trouvaient les dossiers financiers cachés à l'intérieur de l'exemplaire creusé de Jane Eyre sur l'étagère du bureau. Je n'avais montré à une seule personne où se trouvait cette clé. C'était il y a 10 ans. Nous étions adolescentes. J'avais surpris ma cousine Diane en train de lire mon journal intime. Elle avait ri, me traitant d'ennuyeuse. J'avais déplacé le journal dans le coffre et lui avais montré la cachette, en lui faisant jurer le secret. Diane. Diane, qui avait toujours fait des commentaires sarcastiques sur ma vie parfaite. Diane, qui m'avait emprunté de l'argent 3 fois sans jamais me rembourser. Diane, qui avait discuté intimement avec Colt aux funérailles, une main sur son bras,
hochant la tête avec sympathie alors que je me tenais seul près du cercueil. C'est Diane, ai-je dit à haute voix. La réalisation fut comme un coup physique. Ma cousine Diane. C'est elle la fuite. Elle lui a donné la disposition de la maison. Elle lui a probablement donné la combinaison du coffre si elle m'a regardé l'ouvrir. C'est elle qui l'aide à forger ce récit. Sloan me regarda. Peux-tu le prouver? Je n'ai pas encore besoin de le prouver au tribunal, ai-je dit en me levant. Je dois juste m'assurer que Colt sache que je sais. Je dois briser son alliance. J'ai regardé l'accord de réconciliation sur le bureau. Sloan, ai-je dit, as-tu un stylo rouge? Toujours, dit-elle. J'ai pris le stylo. Je n'ai pas signé le document. À la place, j'ai tracé une ligne massive et épaisse à travers le paragraphe sur la fiducie matrimoniale conjointe. Puis j'ai écrit une nouvelle clause dans la marge en lettres grasses et colériques, clause Z. Le défendeur admet que toutes les tentatives de réconciliation sont motivées par l'aspect financier. Le défendeur reconnaît qu'il est un menteur, un voleur et un fraudeur. La demanderesse n'accorde au défendeur rien d'autre que le souvenir de l'erreur qu'il a commise. J'ai rebouché le stylo. Renvoie-lui ça, ai-je dit. Envoie-le par coursier dans l'heure et envoie une copie à sa mère. Et la fuite, demanda Sloan. Laisse-moi m'occuper de Diane, ai-je dit. Je ne vais pas la poursuivre en justice. Je vais détruire sa crédibilité si radicalement que même Colt ne voudra pas l'utiliser comme témoin. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la ville. La pluie s'était arrêtée. Il pense m'avoir piégé, ai-je dit, mon reflet dans la vitre paraissant plus dur, plus tranchant que je ne l'avais jamais vu. Il pense que je suis une souris dans un labyrinthe. Mais il a oublié une chose. Qu'est-ce que c'est? Demanda Sloan. C'est moi qui ai construit le labyrinthe, ai-je dit. Je ne fais pas que m'échapper du mariage, Sloan. Je m'échappe de la cage qu'il a construite autour de moi pendant 7 ans. Et vendredi, quand cet argent arrivera sur mon compte, je vais acheter le terrain sur lequel se trouve sa cage et l'expulser. Je me suis retourné vers elle. Appelle Miles. Dis-lui de préparer le transfert final. Nous ne retardons rien. Nous allons en finir. Le vendredi matin arriva avec la précision d'une lame de guillotine. C'était le jour où tout devait se passer en même temps. Sloan et Miles avaient synchronisé leurs montres comme des généraux avant une bataille. Le plan était serré. À 9h, le juge signerait le décret de divorce final. À 9h15, Miles exécuterait le transfert des actifs du compte de holding de la succession directement vers ma nouvelle fiducie à propriétaire unique. Si le divorce n'était pas signé à 9h15, le transfert bancaire serait gelé. Si le transfert avait lieu avant que le divorce ne soit signé, Colt pourrait prétendre que l'argent avait été reçu pendant le mariage. Nous avions une fenêtre de 15 minutes pour faire passer un fil dans le chat d'une aiguille avec 18 millions de dollars. Je suis entré dans le palais de justice vêtu d'un costume plus tranchant qu'un scalpel. Sloan était à ma droite, son téléphone à la main, une ligne ouverte avec Miles déjà connecté. Miles a le doigt sur le bouton, chuchota Sloan alors que nous évitions les détecteurs de métaux avec nos laissez-passer d'avocats. Dès que le stylo du juge quitte le papier, je donne le signal. Le couloir menant au cabinet du juge Holloway était long, bordé de marbre et résonnant de la misère étouffée des échecs relationnels d'autres personnes. Je gardais les yeux devant moi. Je voulais juste atteindre cette porte en bois, signer le papier, et respirer pour la première fois en une décennie. Mais nous n'avons pas atteint la porte. D'une alcôve près des fontaines d'eau, une silhouette surgit. C'était Colt. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Ses yeux étaient enfoncés, des cernes sombres marquant la peau en dessous. Sa chemise n'était pas rentrée, et il dégageait l'énergie frénétique et vibrante d'un câble sur le point de rompre. Il n'était pas censé être ici. L'ordonnance de protection lui interdisait explicitement de se trouver à moins de 500 pieds de moi ou du palais de justice pendant ma présence. « Violet » cria-t-il. Sa voix se brisa, résonnant désagréablement contre les murs de pierre. Sloan s'interposa instantanément, la main levée comme un agent de la circulation. « Monsieur Perry, vous êtes en violation d'une ordonnance du tribunal. La sécurité est à 10 mètres. Ne faites pas un pas de plus. » Colt l'ignora. Il regarda par-dessus son épaule, fixant son regard désespéré sur moi. Il brandissait une épaisse enveloppe Kraft, la même que sa mère avait essayé de livrer. L'accord de réconciliation. Tu ne peux pas faire ça,
6, plaida-t-il, faisant un pas de plus. Tu ne peux pas simplement nous effacer. Nous avons une histoire. Nous avons une vie. Nous n'avons rien, Colt, ai-je dit, ma voix coupant l'air. Nous avons un accord de séparation et une ordonnance de protection. Rentre chez toi. Il se jeta en avant non pas pour attaquer, mais pour forcer l'enveloppe dans ma main. Sloan le repoussa, sa mallette frappant sa poitrine avec un bruit sourd. Tu me redevable, hurla Colt, la façade du mari aimant s'effondrant enfin complètement. Tu me dois 7 ans, Violet. Je t'ai donné les plus belles années de ma vie. Je me suis occupé de toi quand tu étais une épave ennuyeuse et déprimée. Tu me dois ça. Les gens dans le couloir s'arrêtèrent pour regarder. Des agents de sécurité à l'autre bout du couloir commencèrent à courir vers nous, leur radio grésillant. Je suis sorti de derrière Sloan. J'ai regardé l'homme qui m'avait jeté une bague au visage le jour de mon anniversaire. J'ai regardé l'homme qui avait effacé mon fiancé il y a 7 ans juste pour prendre sa place. Je te suis redevable, ai-je demandé doucement. Tu m'as volé 7 ans, Colt. Tu les as volés avec des mensonges, avec des piratages, avec de la manipulation. Tu ne t'es pas occupé de moi. Tu m'as formaté. Tu m'as maintenu petite pour que tu puisses te sentir grand. Je t'aimais, cria-t-il, le visage devenant rouge. Je t'aime encore. Signe juste la réconciliation. On peut arranger ça. On peut être un couple puissant. Pense à l'argent, 6. On peut bâtir un empire. C'était là le dérapage. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Colt, ai-je dit. Est-ce que tu m'aimes, ou est-ce que tu aimes les clauses du testament? Il se figea. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Il savait que je savais. Sloan brandit son téléphone. Miles, dit-elle fort. Tu es sur haut-parleur. La voix de Miles corentonna de l'appareil, nette et autoritaire, portant le poids de 50 ans d'expérience juridique. Monsieur Perry, dit Miles, je vous suggère d'arrêter de harceler ma cliente et de commencer à appeler un avocat pénaliste. Colt cligna des yeux, confus. Quoi? Qui est-ce? Nous venons de terminer notre examen interne du codicile forgé que vous et votre complice avez essayé de glisser dans le dossier de succession, continua Miles. Celui affirmant que Violet était inapte. Celui tentant de nommer votre avocat comme fiduciaire. Colt devint pâle. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était la terreur exsangue d'un homme regardant sa vie s'effondrer. Je ne vois pas de quoi vous parlez. C'était un malentendu. C'était une fraude, rectifia Miles. Et vous vous en seriez peut-être tiré si votre partenaire n'avait pas craqué. Diane est dans mon bureau en ce moment même, Colt. Colt tressaillit comme s'il avait été giflé. La cousine de votre femme, Diane, précisa Miles, bien que le nom flottât déjà dans l'air comme de la fumée. Elle est venue ce matin. Elle était très impatiente de conclure un accord pour éviter la prison. Elle a admis que vous lui aviez promis $50 000 pour fournir la combinaison du coffre et la disposition de la maison de la grand-mère. Elle a également admis qu'elle avait signé le nom de la grand-mère sur le document pendant que vous regardiez. Le silence dans le couloir fut absolu. Les agents de sécurité étaient arrivés, mais ils marquèrent une pause, sentant la gravité du moment. Colt me regarda. Ses yeux étaient grands, suppliants, terrifiés. Il réalisa à cette seconde qu'il ne perdait pas seulement les 18 millions de dollars, il perdait son travail. Il perdait sa réputation. Il allait probablement en prison. Le consensus familial, dont il s'était vanté n'était qu'une cousine cupide qu'il avait dénoncée dès que la pression était devenue trop forte. Violet, chuchota-t-il. Elle ment. Tu connais Diane, elle est folle. Je n'aurais pas, garde ça pour le jury, Colt, ai-je dit. La porte du cabinet du juge s'ouvrit. L'huissier regarda dehors. Madame Perry, le juge est prêt pour vous. Je lui ai tourné le dos. Attends, hurla Colt. Il essaya de m'attraper le bras. Les agents de sécurité furent sur lui instantanément. 2 hommes costauds le saisirent par les épaules et le traînèrent en arrière. Il se débattit, ses pieds glissant sur le sol poli. Tu ne peux pas faire ça, hurlait-il alors qu'il le traînait vers la sortie. C'est mon argent aussi. Je l'ai mérité. Je t'ai supporté pendant 7 ans. Je ne me suis pas retourné. Je suis entré dans le cabinet du juge. La pièce était calme,
sentant les vieux livres et l'acajou. Le juge Holloway leva les yeux par-dessus ses lunettes. Elle avait entendu le vacarme à l'extérieur. Elle ne posa pas de questions. Elle poussa simplement le document sur le bureau. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, ai-je dit. » J'ai pris le stylo. Violet Elizabeth Perry. J'ai signé le décret final. La boucle du « i » ressemblait à un lasso capturant le soleil. « C'est fait », dit le juge en tamponnant le papier. Final. Sloan tapota instantanément l'écran de son téléphone. C'est signé, Miles. Exécute. Mon téléphone vibra dans ma poche une seule et longue vibration. Je l'ai sorti. C'était une notification de la banque, transfert reçu, 18 400 000 $. Statut, terminé. Type de compte, propriété exclusive. J'ai fixé le chiffre. Ce n'était que des chiffres sur un écran, mais ils représentaient des choix. Ils représentaient le pouvoir. Ils représentaient la capacité de ruiner l'homme qui avait essayé de me ruiner ou mieux encore, la capacité de l'ignorer complètement et de laisser le système judiciaire le réduire en poussière. Je suis sorti du palais de justice 10 minutes plus tard. Le soleil brillait. C'était une matinée lumineuse et éblouissante en Caroline du Sud. Colt était parti, probablement assis à l'arrière d'une voiture de police ou appelant frénétiquement son avocat pour apprendre que ses honoraires avaient été annulés. Sloan posa une main sur mon épaule. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle. « As-tu obtenu la conclusion que tu voulais ? As-tu l'impression d'en avoir fini avec lui ?» J'ai pris une grande inspiration, goûtant l'air. Il avait un goût de magnolia, d'essence et de liberté. « Non » ai-je dit, souriant pour la première fois depuis longtemps. « Ce n'est pas moi qui en ai fini avec lui, Sloan. Il s'est fait ça tout seul. » J'ai regardé l'horizon où le reste de ma vie m'attendait. Il pensait m'avoir achevé, me suis-je dit. Mais il n'a fait que me libérer. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous suivez. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous avec votre ville ou votre pays pour que nous puissions vous saluer.